Au bord de l'eau. Page 294. Chapitre 11. Partie 68. Si vous me faites la grâce de prendre cette peine, ce sera parfait. Le seul ennui est qu'actuellement, les autorités judiciaires ont apposé un avis de recherche au débouché de la route de Guangzhou. De plus, 2 marins y fouillent tout le monde. L'endroit est donc bloqué. Pourtant, grand frère, vous devez obligatoirement passer par là. Kaijin baissa la tête pour réfléchir et ajouta. Mais il y aurait encore un stratagème qui vous permettrait de traverser. Si vous avez la bonté de me tirer de ce pas, de ma vie je ne l'oublierai. Ce jour-là, Kaijin commença par envoyer un de ses valets chargé du baluchon de Linchong l'attendre au-delà de la barrière. De son côté, il fit harnacher 20 ou 30 chevaux, prendre arcs et flèches, bannières et épieux, sortir les lanières et les faucons et tenir en main la meute de chiens courants. Quand toute la troupe des veneurs fut équipée, Linchong déguisé s'y confondit. Tous sautèrent en selle et se dirigèrent vers la barrière. Or, les 2 marins qui en avaient la garde étaient assis au bord de la route. Quand arriva l'équipage du grand officier Kai, ils le reconnurent de loin. À vrai dire, avant de remplir cet office naguère tenu par leur père, ils avaient rendu visite chez lui à Kaijin, qu'il connaissait donc fort bien. L'un d'eux se leva et dit : « Votre Excellence va de nouveau prendre du bon temps ?» Kaijin mit pied à terre et demanda : « Messire, comment se fait-il que vous soyez ici ? Le grand préfet de Guangzhou a lancé un mandat de justice avec portrait et signalement du criminel Linchong. On nous a donné la mission de garder cette barrière. Tous les voyageurs et marchands qui passent par ici, sans exception, ce n'est qu'après interrogatoire que nous leur permettons de franchir la barrière. Kaijin éclata de rire. Ah 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 ah. Sachez, dit-il, que ce Linchong est caché parmi les hommes de mon escorte. Eh bien, vous ne le reconnaissez donc pas ? Le marin rit à son tour et rétorqua. Votre Excellence connaît pertinemment les lois, et qu'elle admette de le faire sortir ainsi est chose impensable. Qu'elle veuille bien remonter en selle. Kaijin rit encore en disant : Ainsi, vous me faites à ce point confiance. Si je prends quelques gibier, je vous en offrirai à mon retour. On se dit au revoir. Tous remontèrent à cheval et franchirent la barrière. Quand ils eurent parcouru 14 ou 15 lits, ils aperçurent le valet qui avait été envoyé en avant et les attendait. Kaijin dit à Linchong de descendre de cheval, d'enlever son accoutrement de chasseur et de revêtir à la place ses propres vêtements que le valet avait apportés. Linchong passa son coutelas à sa ceinture, se coiffa d'un colletin de feutre à gaz rouge, puis, son ballot sur le dos, son doloquin à la main, il fit ses adieux à Kaijin. Après s'être prosterné devant son bienfaiteur, il se mit en route.
De Kaijin à sa troupe, nous dirons simplement qu'ils sautèrent en selle pour aller chasser de leur côté. Ils ne revinrent qu'au soir, franchirent comme précédemment la barrière, et ne manquèrent pas de faire cadeau de quelques pièces de gibier aux mérins, avant de retourner au manoir. Voilà pour eux. Parlons plutôt de Lin Chong, tête de léopard. Après avoir quitté le grand officier Kai, il marcha pendant plus de 10 jours. C'était alors la fin de l'hiver. Des nuages rougeâtres couvraient l'horizon, et une âpre bise du nord soufflait. Cette fois encore, dans un fourmillement de flocons dansants, une neige épaisse tomba bientôt du ciel entier. Lin Chong cheminait dans la neige sans se laisser arrêter. Cependant, le crépuscule venait progressivement et le froid devenait terrible. Avisant au loin un estaminet qu'on eût dit adossé à un torrent et appuyé à un lac, et que la neige ensevelissait doucement. Lin Chong y courut et s'y engouffra. Il écarta le rideau de roseau, salua en s'inclinant, pénétra dans la salle et regarda autour de lui. Il y avait des tables et des chaises à profusion. Il choisit une place, s'assit, posa son delequin, se débarrassa de son paluchon, accrocha au mur son colletin et son coutelas, et vit alors approcher le cabaretier qui demanda: « Messire, combien de mesures de vin ? Apporte-moi d'abord 2 sétiers. » L'homme alla chercher un cornedet et servit le vin, qu'il apporta sur la table. « Qu'est-ce qu'il y aura à manger avec ça ? J'ai du bœuf tout frais rôti, de l'oie grasse ou du poulet tendre. » Eh bien, coupe-moi 2 livres de bœuf rôti pour commencer. Le patron s'en fut, et peu après vint déposer devant Lin Chong une grande platée de bœuf avec plusieurs plats de légumes. Il apporta aussi un grand bol et filtra le vin. Lin Chong en était à sa 3e ou 4e bolée de vin, quand un autre client, les mains croisées derrière le dos, sortit sur le seuil pour regarder la neige, non sans demander au cabaretier: « Qui est cet homme en train de boire ?» Lin Chong l'examina. Coiffé d'un couvre-chef d'hiver à large rabat, vêtu d'une pelisse de zibelline, chaussé de bottes de daim à tige étroite, c'était un homme de haute stature, à la face énorme, avec des pommettes saillantes comme des poings, et au visage orné d'un triple toufette de favoris jaunâtres. Planté là, la tête en l'air, il regardait tomber la neige. Lin Chong appela le patron, lui dit de ne pas oublier de passer le vin, et ajouta: « Tavernier, viens donc vider un bol en ma compagnie. » Ce qui fut fait. Lin Chong reprit: « Combien y a-t-il encore d'ici au lac des Monts Liang ? »
D'ici au lac des Molyong, la distance n'est pas très grande, mais il faut aller par eau, car il n'y a pas de route qui y mène. Si vous voulez vous y rendre, il vous faudra obligatoirement louer un bateau. C'est le seul moyen de passer.